Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Après la présentation du programme gouvernemental plutôt ambitieux, il y a un peu plus d'une année par le chef du gouvernement, l'heure est aujourd'hui au bilan, un bilan d'étape en tout cas, dans ce programme qualifié à l'époque de transformation économique et sociale. Aziz Akhannouch s'était engagé notamment à relancer l'économie, à réduire les inégalités sociales à travers 5 principes de base, renforcer le choix démocratique et ses mécanismes, institutionnaliser l'équité sociale, placer le capital humain au cœur du modèle de développement, garantir la dignité du citoyen, élargir les couches moyennes et renforcer leur pouvoir d'achat avec l'engagement de créer au moins 1 million d'emplois nets au cours des 5 prochaines années et de rétablir progressivement les équilibres macroéconomiques. Dans le bilan de sa première année au pouvoir, le gouvernement affiche sa satisfaction, un sentiment loin d'être partagé par l'opposition et par la rue marocaine frappée de plein fouet par les répercussions de l'inflation et la hausse vertigineuse des prix des denrées de première nécessité et qui reproche déjà au chef de l'exécutif d'avoir failli à ses promesses. Pour revenir sur le bilan d'une année d'action du gouvernement, sur les projections pour les 4 années à venir et pour avoir des explications sur ce qui a été réalisé, ce qui ne l'a pas été, et répondre aux critiques de l'opposition et de la rue, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Salma Benaziz, députée RNI et membre de la commission des finances. Madame Benaziz, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre aimable invitation. C'est moi. Alors, le lundi 11 octobre 2021, comme on l'a dit, le chef du gouvernement présentait son programme gouvernemental devant les deux chambres, un programme avec une dizaine de grands engagements. Une année plus tard, quelles sont les grandes lignes de votre bilan d'étape, qualifié par l'opposition de bilan plutôt mitigé? Alors, la vérité, je pense qu'il s'agit d'un bilan d'étape, un bilan favorable pour une année N+1 d'un programme gouvernemental quinquennal. À travers le discours du chef de gouvernement se dégage en réalité une certaine volonté, une certaine ambition et motivation de mise en œuvre fidèle, si j'ose dire, de la vision de Sa Majesté pour un Maroc avancé et fort de sa dignité. Bilan mitigé, il est loin d'être un bilan mitigé pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui le cap est maintenu. Aujourd'hui, le gouvernement a engagé plusieurs mesures structurelles afin de soutenir les ménages et les entreprises pour que l'économie marocaine puisse reprendre ses couleurs. Ce sont des mesures en exécution des directives royales, des recommandations pertinentes du nouveau modèle de développement et surtout des promesses électorales devenues plus tard, des promesses gouvernementales au lendemain du scrutin du 8 septembre 2021. Oui. En fait, concrètement, pour ne pas rester dans une simple narration, oui. Concrètement, et si je prends rien que le maintien du pouvoir d'achat, pour que le citoyen marocain aujourd'hui ne supporte pas en totalité les séquelles des crises successives, aujourd'hui, le bilan affiche bel et bien que le gouvernement a injecté une manne importante dans la caisse de compensation, qui n'a pas suffi d'ailleurs. Qui n'a pas suffi justement. Vu la hausse, exactement, sur exactement, et vu qu'il s'agit d'une inflation purement importée. Ce qui a poussé le gouvernement à faire un rallonge budgétaire du crédit de la compensation avec plus de 16 milliards pour qu'aujourd'hui le prix du pain reste à 1,20 dirham. Sans cette initiative, la bonbonne de gaz aurait coûté 137 dirhams au lieu de 40 dirhams. On va revenir justement à la bonbonne de gaz parce que il y a la possibilité que le prix soit revisité. On en reviendra, oui, on pourrait quand même en détailler plus tard. Ce qu'on reproche aussi au gouvernement, c'est que c'est les grands chantiers, ou bien que ce soit l'assurance maladie obligatoire, que ce soit ce qui a été injecté comme aide pour le secteur de l'agriculture, ou bien le tourisme, donc bien le modèle de développement et les directives, ce sont des chantiers et des directives et une feuille de route royale, et qu'on ne voit pas l'empreinte véritable de ce gouvernement en fait. Parler d'empreinte, l'empreinte est l'appareil. Donc certainement ce sont des directives royales, de grands chantiers royaux bien évidemment, mais l'empreinte est là. On peut parler d'empreinte lorsqu'on voit un petit peu les programmes électoraux de ces trois
partis qui forment aujourd'hui la majorité. Les trois partis parlent aujourd'hui d'un État social, parlent aujourd'hui de la nécessité de cette assurance maladie obligatoire, sa généralisation, bien entendu. C'est un sujet aujourd'hui au creuset des débats, principalement dans la majorité, avant que ce soit... Parlons justement de cette majorité. Est-ce que ce bilan est porté par toute la majorité ou juste par votre parti, par le RNI? Et qu'en est-il de la cohésion gouvernementale autour de ce bilan? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas une véritable cohésion, il n'y a pas une véritable homogénéité. Est-ce qu'il est porté par toute la majorité? Alors, avant de vous répondre, laissez-moi juste faire avec vous un petit throwback sur l'origine et l'essence de ce gouvernement. Il s'agit d'un gouvernement élu de façon démocratique. Il est composé des trois premiers partis choisis par plus de 6 millions de Marocains. Et donc, ce n'est nullement une majorité quantitative, mais plutôt ce qui est souhaité et voulu par les Marocains. Donc, je pense que le point fort de ce gouvernement réside bel et bien dans sa cohésion. Maintenant, il se peut qu'aujourd'hui, un parlementaire questionne tel ou tel ministre sur des problématiques qui lui semblent de grande envergure. Ceci rentre tout simplement dans le rôle que lui préserve la Constitution marocaine. Oui. Alors, il est vrai que, vous l'avez dit, que le gouvernement a mis d'importants moyens dans la balance pour protéger justement le pouvoir d'achat des citoyens, en doublant le budget, comme vous avez dit, alloué à la caisse de compensation. L'inflation est là, et le pouvoir d'achat des Marocains s'en ressent beaucoup, parce qu'il en faut beaucoup plus. Il a aussi essayé, avec des actions conjoncturelles, d'amortir l'impact de cette conjoncture endogène, exogène, guerre d'Ukraine, sécheresse, ça on le sait. Mais le fait est que le diesel est à 17 dirhams, la flambée des prix a touché quasiment tous les produits. Est-ce que cette conjoncture endogène, exogène dédouane le gouvernement de tenir, d'honorer ses promesses, en tout cas les principales promesses qui ont été le pouvoir d'achat et la protection du pouvoir d'achat des classes moyennes et précaires? Alors, la réponse courte et simple est non. D'ailleurs, le gouvernement a eu le courage d'affronter une telle situation et n'a pas utilisé les effets et les conséquences des crises successives pour venir se justifier. Au contraire, comme j'ai dit tout à l'heure, le cap est toujours maintenu. La majorité a tenu ses promesses. Les promesses de campagne sont aujourd'hui traduites en des actions tangibles sur le terrain, des actions avec des textes législatifs concrets, malgré les contraintes qui se sont imposées au calendrier gouvernemental. Donc aujourd'hui, je pense que le gouvernement continue son chemin, aussi bien pour soutenir principalement les familles vulnérables, mais également pour continuer la réforme de plusieurs chantiers tels que la santé et l'éducation. L'initiative des aides directes est toujours maintenue? Oui. Elle est maintenue. Alors, à un certain moment, on a entendu qu'elle allait être peut-être abandonnée. Les aides directes. Non, les aides directes. On va y revenir avec le registre national. Alors, toujours en lien avec la hausse des prix des hydrocarbures, on sait que c'est un contexte conjoncture internationale, mais vos détracteurs parlent de passivité, en fait, du gouvernement et d'absence d'intervention pour atténuer cette hausse, mais aussi, ils parlent d'inertie de l'exécutif pour stopper le problème de la concurrence dans le secteur, malgré le rapport du Conseil de la concurrence à ce sujet qui est passé un petit peu inaperçu, parce qu'il n'y a pas eu de mesures après la publication de ce rapport. Notamment avec aussi l'effet accablant rapporté par la Cour des comptes. Il n'y a pas eu de mesures, il n'y a pas eu de sanctions. Alors, laissez-moi juste préciser une chose très très importante, et c'est la conviction du gouvernement, c'est l'indépendance des instances. Aujourd'hui, le Conseil de concurrence est une instance indépendante, elle fait son travail bien comme il le faut. Le gouvernement n'a pas fait d'effort. Je pense que l'effort entrepris pour que le citoyen ne ressent pas vraiment l'impact réel de l'augmentation de prix, surtout les prix des biens importés, est là. Ce sont des chiffres concrets, réels. Maintenant, prise d'initiative, je tiens juste à... les hydrocarbures. Exact. Oui. Enfin, je tiens juste à préciser que pour les initiatives, avant de conclure ou d'achever la première année législative, le gouvernement a suggéré 2 projets de loi dans cette perspective. Et donc, la volonté est bel et bien présente. Mais les rapports du Conseil de la concurrence et ceux de la Cour du compte n'ont pas eu de suite. Je rappelle l'indépendance des instances. Oui. Bon, c'est des instances consultatives en plus, c'est le Conseil de la concurrence, mais effectivement, on aurait pu agir, surtout sur ce plan-là, celui de comment gérer la concurrence, la spéculation. Voilà. Alors, en attendant, justement, on va revenir sur les allocations sociales pour les populations les plus précaires.
en attendant la généralisation en 2023 des allocations sociales, le gouvernement s'est engagé justement dans ce qu'on vient d'en parler, des aides directes qui seront octroyées aux populations les plus fragiles. Où on est ce chantier et où on est le mécanisme du registre national de la population. On l'a vu avec les aides directes pendant la pandémie. Ça n'a pas fonctionné à 100% parce que justement, il n'y avait pas de registre national de la population. Où en est ce chantier? Alors, en plus déjà de la volonté d'accélérer le rythme de la généralisation du chantier de l'assurance maladie obligatoire pour passer de 42% à 100%, c'est-à-dire que d'ici fin 2022, plus de 22 millions de Marocains seront couverts. Et d'ici 2023, il y aura une distribution d'aide directe par l'État sous forme d'allocations familiales. Ces allocations familiales vont toucher 7 millions d'enfants issus de familles pauvres ou vulnérables et 3 millions de familles qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas d'enfants en âge de scolarité. Et c'est là où apparaît le rôle primordial du registre social unifié, dont la finalité est d'assurer un certain ciblage des aides directes pour les familles les plus précaires. S'agissant de l'état d'avancement, il s'agit d'un registre qui va être, d'ailleurs suite aux directives de Sa Majesté, le registre sera généralisé d'ici grand maximum fin 2023 au lieu de 2025, vu justement l'urgence de ce chantier. Alors, il y a aussi une annonce qui fait aussi peur. Déjà, le pouvoir d'achat est ce qu'il est. C'est celle de la suppression de la subvention du gaz butane. Si cette levée de la subvention du gaz butane, on sait, parce qu'il y a des utilisations en agriculture ou en industrie qui pénalisent, c'est des gens qui profitent bien sûr de la subvention. Mais comment, si la subvention si elle est actée, comment vous allez éviter de pénaliser les couches défavorisées et les classes moyennes? Alors, pour vous répondre déjà à la question de la levée de la subvention, il n'y aura aucune levée de la subvention de la bonbonne de gaz pour le moment. Récemment, le ministre délégué, dans le cadre d'une conférence de presse, est venu partager une réflexion, une vision de ce gouvernement dans ce dossier. Il faut savoir que la vocation essentielle de ce gouvernement, c'est justement protéger les familles vulnérables. Et donc, le gouvernement s'efforce à mettre en place plusieurs mesures dans cette perspective-là. Sinon, on pouvait parler d'un déficit budgétaire qui ne va pas dépasser les 2,5%. Et donc, le gouvernement a pris le défi de soulever ou d'ouvrir plusieurs chantiers pour les réformer, mais également de maintenir ou de préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Donc, la subvention du gaz butane va se maintenir. Il n'y aura pas de suppression de cette subvention. Pour le moment, non, oui. Pour le moment? Oui. Pour le moment. D'accord. Qu'est-ce qui est prévu justement pour renforcer les mécanismes de protection du pouvoir d'achat des citoyens et pour garantir cette condition de vie digne, de protéger les citoyens contre le monopole et la spéculation, qui était la base du programme du gouvernement sur lequel il a été élu pendant les élections et aussi dans la déclaration du gouvernement? Alors ici, je reviens à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'à l'initiative du gouvernement, nous avons voté en tant que députés à la première chambre 2 lois qui rentrent dans cette optique. En l'occurrence, je parle de la loi 41-21 relative au Conseil de la concurrence et la loi 40-21 relative à la liberté des prix et à la concurrence. Ce sont, je le rappelle, encore une fois, des lois à l'initiative du gouvernement, ce qui montre sa volonté de réformer ce volet qui est en lien avec la concurrence, préserver les citoyens contre l'effet monopolistique, etc. Maintenant, pour les mesures entreprises, il faut savoir qu'il n'y a pas que ça. Il y a des instances qui sont chargées de façon continue
à assurer cette mission. Je parlerai peut-être du rôle de la commission interministérielle chargée du suivi de l'approvisionnement des prix et le contrôle de qualité, qui assure une mission importante et qui pénalise et qui a pénalisé toute structure ou toute personne augmentant les prix sans raison valable. Oui, parce que la conjoncture est ce qu'elle est, elle est difficile, mais il y en a beaucoup qui profitent entre le prix de production ou de revenus et le prix avec lequel les produits sont vendus sur le marché. Il y a un écart vertigineux, justement. D'où le rôle de ces instances de gouvernance. Oui, alors il y avait aussi des mesures susceptibles, après on y reviendra, pour soulager les ménages. Mais on va d'abord parler de cette impression de grande partie des Marocains que le gouvernement, c'est un gouvernement qui ne communique pas, qu'il est un petit peu autiste et qu'ils sont seuls à supporter les effets de la crise. Et quand il y a des sorties médiatiques, ils ont l'impression que ces sorties sont complètement en déphasage et qu'on parle d'un autre pays ou bien que nous sommes vivons dans deux mondes parallèles. Est-ce qu'il y a un problème de communication? Déjà, il n'y a pas beaucoup de sorties. Et quand il y a des sorties, vraiment, le citoyen ne se reconnaît pas. Et il a l'impression qu'il est isolé, qu'il est abandonné par le gouvernement. Alors, vous savez, chaque gouvernement a son style. Le gouvernement actuel s'est engagé devant les Marocains. Je précise que c'est un gouvernement choisi par plus de 6 millions de Marocains. Et donc, il s'est engagé à agir dans une situation aussi critique. Nous devons réformer plusieurs secteurs de façon urgente aujourd'hui, ça s'impose. Et également, nous devons maintenir le pouvoir d'achat et venir régler certaines circonstances ou certaines dues à la conjoncture actuelle. Côté communication, le chef de gouvernement répond présent à toutes les plénières ou les sessions de questionnement mensuels au Parlement. Je rappelle qu'il y a une sortie hebdomadaire du ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Également, il y avait des sorties de plusieurs ministres. Mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, les Marocains ont choisi ce gouvernement non pas pour sortir et parler pour parler, mais d'agir. Et donc, ce qui nous pousse à dire que justement le bilan est actuellement favorable, parce que c'est un gouvernement qui s'est penché à travailler et à soulever des problématiques qui n'ont pas été soulevées pendant des dizaines d'années. Mais est-ce que c'est un style qui peut être amené à changer dans les 4 prochaines années, vu que les gens sentent qu'ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'avoir des explications, surtout face à cette inflation, face à la hausse des prix, face au chômage? Est-ce que vous allez changer de style face aux nombreuses critiques et reproches? Justement, ils ont choisi ce gouvernement, mais ils ont été déçus, surtout en ce qui concerne la communication, être proche du peuple, préserver la dignité et le pouvoir d'achat. Est-ce que vous envisagez peut-être de communiquer, de changer de style dans les 4 prochaines années? Alors, il faut rappeler une chose, que ce gouvernement, il est à l'écoute de la population, d'où les mesures entreprises. C'est-à-dire qu'il écoute le peuple et sur cette base, il essaie de trouver des solutions à leurs problématiques. Et donc, je pense sincèrement que ce qui est demandé par la population figure sincèrement et automatiquement dans l'agenda du gouvernement. Oui, le gouvernement est très attendu sur 2 chantiers vitaux, la santé et l'éducation. Qu'est-ce qui a été fait principalement dans ces chantiers? Alors, pragmatiquement, si je parle du chantier de la réforme de la santé, déjà pour réformer la santé, il nous faut 4 axes principaux. Donc déjà, il faut parler de la réorganisation du parcours des soins, la valorisation des ressources humaines. Et lorsque je parle de la valorisation des ressources humaines, je parle de tout le volet formation, amélioration de l'attractivité des facultés de médecine et de pharmacie, amélioration des revenus, etc. Un 3e axe concerne l'amélioration de l'offre de soins. Et ici, nous parlons bien évidemment de la situation des infrastructures et une nécessité de mise à niveau. Et le tout orchestré
orchestrée et harmonisée par un système d'information intégré. Ce sont 4 composantes qui composent aujourd'hui la refonte du système national de la santé. Donc, pour ce faire, le gouvernement a mis sur le circuit législatif plusieurs lois et projets de loi, la création des groupements sanitaires territoriaux, la haute autorité sanitaire, les agences de sang et de médicaments, etc. Et également un arsenal juridique a été préparé justement pour faire basculer les ramédistes vers le système AMO. Oui. Donc ça c'est pour la santé. Bon, ça c'est pour la santé. Pour l'éducation, je pourrais dire que ce qui a été fait jusque-là, c'est un travail pour asseoir aujourd'hui la feuille de route que aujourd'hui le PLF 2023 supporte, à savoir la feuille de route 2022-2026 pour réformer le secteur de l'éducation nationale et qui a mis en avant 3 vecteurs principaux, l'étudiant, l'enseignant et les établissements d'éducation ou d'enseignement. Oui, c'est au public. On a vu les derniers chantiers de réforme lancés par le ministre et ici, on peut parler un petit peu de tout ce qui va se faire pour déjà généraliser le préscolaire, l'appui social pour améliorer les conditions de scolarité, surtout dans les zones rurales. Ici, une enveloppe est prévue de 2 milliards de dirhams dans le PLF 2023, la révision des manuels, etc. Oui. Et pour les enseignants, aujourd'hui, ils ont besoin d'un statut unifié d'enseignants et une valorisation des enseignants. Sans oublier, bien entendu, l'infrastructure. Aujourd'hui, déjà, c'est une nécessité aujourd'hui de mettre à niveau plusieurs établissements scolaires. Beaucoup de choses à dire sur la réforme de l'école publique qui, malheureusement, ont failli ces dernières années. Mais il y a un secteur très important, celui de l'agriculture, qui est en grande souffrance à cause d'une année de sécheresse l'année dernière, une deuxième année qui se profile, et puis un stress hydrique qui est devenu structurel. Ça, on le sait. Il y a eu l'aide de 10 milliards de dirhams alloués par. Mais bon, qu'est-ce qui est fait sur le long terme, pour les 4 prochaines années, pour accompagner justement les agriculteurs et soutenir ce secteur vraiment en détresse. Parce que les barrages, ils sont quasiment vides et c'est un secteur quand même qui emploie une grande partie de la population, même si le PIB qu'il dégage est plutôt faible. Et c'est des années difficiles qui se profilent. Alors, la vérité, il me paraît un petit peu difficile de répondre à cette question pour la simple raison, c'est comme si maintenant, on doit reconnaître et admettre qu'on aura une année identique à l'année dernière en termes de sécheresse et de pluviométrie, stress hydrique. J'espère qu'on aura un scénario un petit peu différent, que cette année sera le rythme, Inch'Allah. C'est mon profond souhait. Toutefois, j'aimerais quand même signaler, et comme vous l'avez dit, l'aide de 10 milliards de dirhams versée au profit des agriculteurs. Je pense que c'est un dossier à suivre au jour le jour, parce qu'on est dépendant de la pluviométrie, on ne peut pas la contrôler. Donc il faut repenser le secteur. Il y a des initiatives, des projets. Certainement, 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 mais c'est un dossier, je pense, qu'il faut suivre au jour le jour, et je pense que le gouvernement réagira en fonction de l'état d'avancement de ce dossier. Oui. Alors, il y a 2 projets, de grands projets qui ont été présentés comme de grands projets, et puis qui ont déçu Aourache et surtout Força. On reproche à Aourache et Força d'avoir eu des résultats plutôt minimes, surtout pour Força, qu'on qualifie d'échec. Et on critique aussi de grandes disparités entre les régions dans le déploiement de ces chantiers. Est-ce que c'est un échec Força pour vous? Alors, il faut juste préciser qu'il s'agit de 2 chantiers qui ont démarré effectivement il y a quelques mois. Donc parler d'échec dès maintenant, je pense que c'est très lésant. Mais laissez-moi parler de Força déjà. Força, c'est quoi, in fine? C'est une initiative du gouvernement pour dynamiser l'entrepreneuriat au Maroc, pour supporter les jeunes, surtout les jeunes porteurs de projets. Il faut savoir aujourd'hui que, oui, certes, le gouvernement engage plusieurs projets dans ce sens, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plusieurs jeunes Marocains porteurs de projets, d'initiatives, qui ont l'intention d'entreprendre, mais le gap est très important entre l'intention et l'acte d'entreprendre. Le projet Força s'inscrit un petit peu dans cette perspective. Aujourd'hui, nous comptons plus de 5500 personnes ou 5500 projets
sélectionnés. En parlant, si je veux parler de Aouarache, je vais y revenir aux conclusions de Força. C'est quoi finalement? C'est une volonté de ce gouvernement de préserver la dignité du citoyen marocain contre une perte d'emplois long-termistes. Aujourd'hui, nous avons un chiffre concret, réel, de plus de 50 000 bénéficiaires. Maintenant, le niveau d'analyse, ou pour juger de la qualité ou de ces deux projets, imaginons un scénario contraire. Et s'il n'y avait ni Força ni Aouarache? Et si on laisse ces jeunes porteurs de projets, on tue l'initiative de ces jeunes et on les laisse? Donc Força va être maintenu malgré les résultats plutôt faibles. Je pense sincèrement que c'est un résultat qui est favorable. Oui. Je suis quelqu'un qui appartient au monde de l'entrepreneuriat, mais je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, on manque d'initiatives telles que Força. Donc ce sont des projets qui, pour moi, des projets novateurs. Il y a encore 4 ans, on verra comment ces projets vont évoluer. Dernière question, parce qu'on a débordé. Sur le plan législatif, cette fois, il y a l'opposition qui reproche une certaine monopolisation, un monopole de la production des textes de loi par la majorité et un manque de coordination avec l'opposition. Que répondez-vous à cela? Alors, en tant que membre de la Chambre des représentants, je peux vous confirmer que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, actuellement, nous sommes en train de discuter le PLF 2023. Et je peux vous confirmer que le gouvernement était très réceptif par rapport aux propositions de l'opposition. De même, nous, en tant que majorité, nous sommes vraiment très ouverts aux propositions de l'opposition parce que finalement, c'est une loi au profit de tous les Marocains. Juste une petite précision, il faut savoir que les propositions de loi émanant de n'importe quel parlementaire, de la majorité ou de l'opposition, doivent être consultées par le bureau de la Chambre, qui est composé, lui, de l'opposition et de la majorité. Et dernière petite remarque, c'est que de l'autre bord, le chef de gouvernement vient de recevoir l'opposition puis la majorité dans une réunion où régnait l'écoute et la démocratie participative. Donc pour vous, il n'y a pas de monopolisation? Pour moi, il y a un respect total des droits de l'opposition par la Constitution et les règlements d'intérieur. Merci beaucoup, Selma Benaziz, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes députée RNI et membre de la Commission des Finances. Merci, madame. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.